lequel je dois exposer, c'est le droit de propriété en Côte d'Ivoire. Alors, droit de propriété en Côte d'Ivoire, c'est le thème générique qui fait l'objet de votre atelier, mais plus spécialement, il m'a été demandé d'intervenir sur les difficultés de la mise en œuvre de la loi foncière, de la loi de 98, loi 98-750 du 23 décembre 1998 portant domaine foncier rural. Alors je voudrais juste indiquer que quel que soit un texte, si son application pose problème, si on n'arrive pas à le mettre en œuvre, on ne peut pas avoir la satisfaction. Parce que l'objectif visé par tout texte, c'est avant tout d'entrer en vigueur, de changer l'ordre des choses, de les améliorer dans la mesure du possible, parce que c'est ça d'abord avant tout. Si un texte rencontre des difficultés au moment de son application et s'il n'est pas appliqué, l'objectif visé par le législateur ne peut pas être atteint. Or, la loi de 98, malheureusement, semble marquer le pas. Et l'espoir qu'on a préparé, disons, on a mis dans cette loi-là pour obtenir la modernisation des droits coutumiers, cet espoir-là connaît un peu quelques effritements, on a l'impression qu'on ne bouge pas beaucoup. La preuve, au mois d'octobre, on n'avait délivré que 200 certificats fonciers. 200 certificats fonciers pour un texte qui a été voté en décembre 1998 et qui est entré en vigueur le 14 janvier 1999. Donc vous faites le point et vous verrez combien de certificats en moyenne on a pu délivrer par an, quand on sait que moins de 1,5% des terres en Côte d'Ivoire font l'objet d'immatriculation. On se rend bien compte que ça va être ardu, à moins qu'on ne passe à un rythme assez accéléré. Et c'est le souhait que tous nous émettons. Et d'ailleurs, le législateur a dû revoir sa position, puisque en 2009, il a été contraint de prendre une ordonnance pour proroger de 10 ans encore le premier délai de 10 ans qui avait été imparti aux populations pour obtenir la sécurisation de leurs terres, pour obtenir les certificats fonciers. Les questions qu'on peut se poser dans le cadre de la problématique de cette conférence, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi de 1998? Comment faire pour réussir la réforme foncière de 1998, disons induite par la loi de 1998? Voilà les deux principales questions auxquelles nous allons essayer de trouver une réponse. L'examen de la loi et ce qui a été constaté sur le terrain, tout cela fait apparaître qu'il existe des obstacles. Ces obstacles sont de deux ordres. Des obstacles juridiques et des obstacles matériels. Ce sera essentiellement les deux axes de nos développements. Obstacles juridiques, obstacles matériels. Du point de vue juridique, c'est-à-dire les obstacles qui résultent de la loi elle-même, c'est de cela que je voulais maintenant parler. On observe que certaines notions contenues dans la loi sont imprécises et sont de nature à susciter des interprétations qui pourraient envenimer les choses, qui pourraient créer des tensions dans l'occupation et l'exploitation de la terre en milieu rural. On observe avec ces différentes notions que malheureusement, ces notions-là sont une réalité dans la loi de 1998 et à ce titre-là, on peut relever deux essentiellement. La détermination, le problème de la détermination des droits coutumiers et la nature du certificat foncier. Sur le premier point, c'est-à-dire la détermination des droits coutumiers, on peut observer premièrement que l'article 3 de la loi de 1998 parle de droits coutumiers, ces droits coutumiers conformes aux traditions.
Alors, si vous voulez, je vous donne le contenu de cet article-là. Le domaine foncier rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers. Donc, deux types, disons, des droits coutumiers, mais deux façons de les appréhender. Les droits qui sont immédiatement liés à l'occupation, c'est-à-dire à la qualité de propriétaire, mais les droits qui sont exercés sans que celui qui les exerce soit forcément le propriétaire. Et donc, quand on regarde cette disposition, elle introduit un élément supplémentaire dans l'appréciation des droits qui sont exercés sur les terres. Et c'est là que le problème peut se trouver. Pourquoi? Parce que dans certaines régions, il suffirait que des populations estiment que la coutume n'a pas été observée pour prétendre à, disons, évincer et prétendre à chasser les personnes qui sont sur ces parcelles-là. Il leur suffirait donc de dire, vous n'avez pas observé la coutume. Votre installation ne s'est pas faite conformément à la coutume. Et cela pourrait aboutir à la dépossession des occupants de leurs biens. Des populations aussi pourraient s'entendre pour développer certaines pratiques et dire que ces pratiques constituent la tradition chez elles. À partir de cet instant et à partir du moment où tout le monde s'entend pour dire que ce sont les pratiques coutumières, alors ces pratiques-là devraient s'appliquer. Du coup, les populations peuvent bien être malignes en allant dans le sens qui les arrange, alors que ce n'était pas la coutume peut-être jusque-là. Je donne deux exemples pour étayer mon propos. Dans la région de Bonois, on fait de l'ananas. Mais on sait bien que dans cette région-là, ceux qui font l'ananas ne seront jamais propriétaires. Ils louent les terres, ils font de l'ananas pour une période donnée. À la fin de cette période, ils sont priés soit de renouveler le contrat ou alors de partir, mais sans jamais prétendre à être propriétaire. Et pourtant, tout le monde, en tout cas tous les Ivoiriens, ont le droit d'être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire. Dans la région de Zou, c'est, en tout cas c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture, les populations se sont mises d'accord pour dire que les non-autochtones ne peuvent pas être propriétaires des bas-fonds. Et qu'on ne peut que exploiter à des fins nourricières, quel que soit le temps que l'on passe sur ces parcelles de terre. Voilà par exemple, est-ce là une coutume, est-ce là une tradition? En réalité, c'est une tradition qui est en train de se faire, mais ce n'est pas une coutume au sens où on connaît la coutume. Alors, ce que je suggère par rapport à cette notion, parce que c'est comme ça que j'ai voulu faire la conférence, développer des points, faire des suggestions au fur et à mesure, c'est que le constat a été fait que l'introduction de cette notion peut faire consacrer une politique de 2 poids, 2 mesures. Les Ivoiriens risquent de ne pas être traités de la même façon partout en Côte d'Ivoire. Et cela alors que la loi de 98 indique que tout le monde peut devenir propriétaire, en tout cas toutes les personnes physiques au moins peuvent devenir propriétaires pour autant qu'elles ont la qualité d'Ivoiriens. Il faut donc que cette notion, on cherche à la contrôler, à la préciser, à lui donner un contenu assez clair et à lever toute ambiguïté pour que cela ne constitue pas un élément de blocage, un élément en tout cas de spoliation et de blocage dans la mise en œuvre de la loi de 98. La deuxième notion qui est contenue dans l'article 3, c'est la notion de droit coutumier cédé à des tiers. Qu'est-ce qu'il faut entendre par droit coutumier cédé à des tiers? A priori, quand on lit ça comme cela, ça ne pose pas de problème. Il suffirait de dire que ce sont les droits qui sont inhérents aux cessions de terres qui ont été faites au profit de personnes qui ont voulu exploiter une parcelle de terre rurale. La question est la suivante et elle est très importante. Est-ce que les cessions, c'est-à-dire les droits coutumiers cédés aux tiers, en vertu des cessions qui ont été faites avant le vote de la loi de 98, est-ce que ces cessions sont valables? Pour celui qui n'est pas, disons, un habitué du domaine juridique, on va répondre oui. La question c'est que
en 1971, un décret a été pris qui dit que les droits exercés sur les terres rurales sont des droits personnels qui ne peuvent pas faire l'objet de transmission à quelque titre que ce soit. À partir de cet instant, toutes les cessions qui ont été faites sont des cessions nulles, puisque aussi bien personne n'avait le droit de céder des droits sur sa terre. C'était des droits qui étaient personnels. Donc le transfert n'était pas possible. Si le transfert n'a pas pu être possible, alors pourquoi le législateur parle-t-il de droits cédés? Puisque aussi bien on n'a pas pu céder de terre. Est-ce seulement pour l'avenir ou est-ce pour le passé? Le problème s'oppose d'autant plus que les juges, ils se sont basés et ils continuent de se baser sur cette notion-là pour annuler les cessions qui ont été faites avant. De mon point de vue, les juges n'ont pas raison. J'allais dire nous n'avons pas raison, puisque je suis juge. Mais c'est vrai que le terme juge s'applique à tout le monde et tout le monde ne réagit pas toujours de la même façon. Mais j'ai ma raison. Je pense que cette jurisprudence, c'est-à-dire ces décisions-là, on doit la critiquer parce que le terme, il suffit de faire un peu appel à la grammaire et puis à la conjugaison pour dire, quand on dit le 23 décembre 1998, quand on dit le domaine foncier rural comprend les droits cédés à des tiers, ce ne sont pas les droits à céder à des tiers, ce sont les droits qui ont été cédés aux tiers, par-ci, passé. Droits cédés aux tiers. Ça veut tout simplement dire, de mon point de vue, que le législateur a voulu prendre en compte les droits qui ont été cédés à la suite des cessions. Mais cette raison est d'autant plus intéressante que le principe que les juges invoquent, qui est la non-rétroactivité de la loi, qui fait que la loi ne peut pas rétroagir, son fondement c'est de protéger les droits acquis. Or, en appliquant ce principe, dans ce cas précis, on remet en cause les droits acquis. Alors, quel est ce principe qui protège les droits acquis et dont l'application entraîne la remise en cause des droits acquis? Et je pense que ces éléments doivent conduire nos juges à revoir leur position et à dire que cette loi a eu pour conséquence de valider les cessions qui ont été faites avant. Et ça, c'est ma position, mais je pense que c'est la bonne position. Donc, je suggère ici également que le législateur se montre assez clair. C'est vrai que dans l'esprit de certains, il n'y a pas de problème. Mais si les juges qui doivent appliquer la loi ont cette position, il faut faire en sorte que cette position soit comprise de la même façon. Parce que quand on remonte dans les débats parlementaires, on se rend bien compte que l'esprit du législateur, c'est de cesser de nier l'existence des droits coutumiers. Il s'est battu pendant longtemps. Je viens de Bassam où j'ai été convié à faire des conférences, une série de conférences sur le droit coutumier, son évolution en Afrique et sur l'état de la législation foncière aujourd'hui en Afrique. Le législateur ivoirien, comme les législateurs en Afrique partout, s'est battu pour nier le droit coutumier. Pour lui, le droit coutumier n'existe pas, mais plus il nie le droit coutumier, plus le droit coutumier survit. Il est arrivé donc à la conclusion que ça ne sert à rien. Il faut plutôt reconnaître le droit coutumier pour mieux l'apprivoiser. Et la loi de 1998 a ce double objectif, reconnaître les droits coutumiers pour mieux l'apprivoiser, puisque en les sécurisant, on arrive à les moderniser et la modernisation achève le processus qui fait que les droits coutumiers cessent d'être des droits coutumiers pour devenir des droits modernes désormais. Une autre notion contenue dans la loi, c'est résulte de l'article 8 qui dit que les droits coutumiers doivent faire l'objet d'existence paisible et continue. Existence paisible et continue, plus précisément l'article 8 dit le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l'autorité administrative d'un certificat foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la procédure d'immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret. Pour dire plus simplement, il faut que les droits coutumiers, pour être pris en compte, il faut que les droits coutumiers fassent, on constate que leur existence est continue et paisible. Là aussi, il y a problème. Pourquoi? Au bout de quel temps peut-on dire que les droits existent de façon continue? Est-ce qu'il y a un délai?
Et quel est ce délai? Est-ce 2 ans d'exploitation continue, 3 ans d'exploitation continue, 20 ans, 30 ans, etc., etc. Donc, au bout de combien de temps cette condition est remplie? Ici aussi, on peut craindre que certaines populations ne disent, on dit que votre droit doit être continu, il doit être paisible, mais vous avez fait juste 5 ans, c'est pas continu, donc c'est pas chose. Et donc, cette subjectivité dans l'appréciation de l'existence continue des droits coutumiers est un élément qui peut poser problème. Je suggère à ce niveau-là, en faisant le constat, que cette notion introduit à la fois un double élément d'incertitude et de subjectivité. Il faut donc que le législateur clarifie ces deux notions, existence paisible, existence continue des droits coutumiers. S'il ne le fait pas, il faudra alors que les juges trouvent la formule, mais la formule juridique, pour se prononcer très rapidement sur cette notion. C'est vrai que c'est une question de circonstance, une question de fait, mais il leur faut en tout cas se prononcer pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on attend par existence paisible et continue. Cela nous permet de déboucher sur ce point dont je vous ai parlé, le certificat foncier. Le certificat foncier est un problème. A priori, on est content qu'on ait pu mettre en place un titre, puisque désormais, on peut justifier de la propriété coutumière en produisant un document administratif. La question, c'est de savoir est-ce que le certificat foncier est un titre de propriété ou non. Cette question a son importance. Si c'est un titre de propriété, donc seuls les Ivoiriens peuvent l'avoir. Si ce n'est pas un titre de propriété et que c'est un simple document, tout le monde a droit au certificat foncier. C'est là que réside le nœud de la question. Alors, moi je pense personnellement que il faut qu'on soit assez circonspect. On reconnaît ce qu'on a écrit et on envisage ce qu'on a voulu écrire. Ça veut dire, si c'est nécessaire de procéder à une réforme, on l'a fait. Mais on ne peut pas avoir écrit quelque chose et vouloir interpréter autre chose. Pourquoi? C'est d'abord un argument de texte. Je lis l'article 4 pour vous. La propriété d'une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l'immatriculation pour les terres qui sont au registre foncier déjà. Et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le certificat foncier, est-ce que quand on lit ce texte, est-ce qu'il y a une différence dans la mission ou dans la fonction ou dans la nature qui concerne cet titre? Si on prend une terre coutumière, le titre, c'est le certificat foncier. Si on prend une terre immatriculée, le titre, c'est le certificat de propriété qu'on appelle le titre d'immatriculation. Donc, c'est d'abord un argument de texte qui, de mon point de vue, ne peut pas souffrir d'interprétation alors même que le texte est assez clair. Deuxièmement, le certificat foncier est soumis, donne lieu aux mêmes avantages que le titre d'immatriculation, même si le certificat foncier doit évoluer vers le titre d'immatriculation, mais on peut s'en servir pour obtenir un prêt, on peut hypothéquer la terre, on peut céder la terre, puisque l'article 17 dit que le certificat foncier est cessif. Quand vous cédez votre certificat, en réalité, vous avez cédé votre terre, puisque vous avez cédé le titre. C'est de la même façon, quand vous avez cédé votre certificat de propriété, vous avez cédé la terre qui en est l'objet. Je suggère donc que le législateur intervienne pour lever tout équivoque. Ou bien sa volonté est de ne pas en faire un titre de propriété, auquel cas il doit le dire clairement et il doit le dire autrement. Ou bien ce qu'il a dit est bien ce qu'il a voulu, alors il faut tirer toutes les conséquences, notamment au regard des dispositions de l'article 1er de la loi de 98, à savoir que seuls les Ivoiriens ont le droit d'avoir accès à la propriété. Pas accès à la terre, parce qu'il faut distinguer l'accès à la terre et l'accès à la propriété de la terre. Aux obstacles dont nous venons de parler s'ajoutent les obstacles d'ordre pratique.
les obstacles d'ordre pratique, c'est quand on veut mettre la loi en œuvre, les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, c'est ce que j'ai appelé obstacles d'ordre juridique et je voudrais, avec votre permission, en parler à présent. Il y a les blocages qui résultent directement de la mise en œuvre de la loi de 98 et à cela, on peut ajouter les difficultés qui sont congénitales à la diversité culturelle. Les blocages parce que au moment où on se rend sur le terrain et qu'on veut mettre la loi en pratique, on voit bien qu'il y a certaines choses qui bloquent, il y a certains comportements, il y a certaines actions, mais en même temps on se rend compte également que la diversité culturelle, le fait qu'il existe plusieurs cultures en Côte d'Ivoire peut constituer un problème. Pourquoi? D'abord, les obstacles liés à la mise en œuvre de la loi de 98 elle-même. Le premier point, c'est le problème du respect des délais. Le législateur a prévu dans un premier temps 10 ans. Il s'est rendu compte que 10 ans, en 2009, 10 ans, on n'a rien fait. Mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 2012. Après qu'il ait renouvelé en 2009 le délai de 10 ans, on n'a délivré que 200 certificats fonciers. Donc on est presque sûr qu'on va procéder à une autre prolongation. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire dans un perpétuel mouvement de prolongation des délais ou est-ce qu'il faut envisager un délai plus long pour une fois pour toutes? On peut aussi se demander, est-ce que le législateur ne fait pas la preuve de malice en réalité? Est-ce qu'il ne se met pas en embuscade en se disant, après 10 ans, comme j'ai dit, celui qui n'a pas procédé à la sécurisation de sa terre est devenue une terre vacante et sans mètres, donc je donne ce délai et puis j'attends, si ça passe, alors je deviens propriétaire. On peut le penser, mais on peut aussi ne pas le penser, bien sûr. Et donc, il faut donc craindre avec ces délais-là qui vont venir à expiration. Il faut craindre que si l'État s'approprie les terres parce qu'elles sont devenues vacantes et sans mètres, on peut craindre qu'on ne retombe dans la même situation qui est à l'origine des disputes récurrentes de terre que vous connaissez, des conflits violents, de la résistance même de la coutume et puis des pratiques illégales de vente de terre. Parce que malgré l'existence de plusieurs lois, il y a eu la loi foncière du 20 mars 1963 qui n'a jamais été votée, il y a eu le décret de 71, il y a eu également un décret de 70 qui dit que toutes les transactions doivent se faire par acte notarié, mais malgré ça, ça n'a pas empêché que la coutume subsiste, résiste et continue d'exister. Et donc si on reste dans cette logique-là, les ventes vont continuer, qui sont des pratiques qui se développent en marge de la légalité, qui ne sont pas conformes à la légalité, et il faut donc réagir très vite. Alors je suggère, c'est vrai que c'est discutable, mais il faut bien choisir. On peut envisager des délais relativement plus longs. Mais une chose est de prévoir un délai, et une chose est de se donner les moyens de pouvoir faire respecter les délais, mais il ne suffit pas simplement d'être derrière les gens en leur disant on vous a dit, on vous a dit, on vous a dit, allez-y au certificat foncier. Il faut qu'ils aient les moyens pour pouvoir faire le certificat foncier, parce que le certificat foncier a un coût. Et parce que ce qu'on oublie généralement, c'est que ceux qui sont dans les comités villageois de gestion foncière rurale, c'est des gens qui en temps normal ont leur famille, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'avoir de la terre, qui ont besoin d'avoir des exploitations, etc. C'est des gens qu'on doit payer normalement. Mais il ne suffit pas de dire, bon, comme ils seront heureux de dire, je suis membre du certificat, membre du comité villageois de gestion foncière, est-ce que ça leur suffit? Est-ce que l'État se donne les moyens pour que les personnes qui sont dans ces comités-là se dévouent uniquement à cette cause-là? Donc, prévoir un délai relativement long, mais il faudrait se donner les moyens de respecter ces délais qui vont être prescrits. Il faut susciter l'engouement des populations. Il faut les stimuler. Mais les stimuler, ce n'est pas leur donner de l'argent pour eux-mêmes. Les stimuler les personnes qui doivent sécuriser leur terre, c'est par exemple prévoir un mécanisme sans qu'on leur donne l'argent directement, mais qui pourrait aboutir à la sécurisation de leur terre, qui pourrait aboutir au financement de la procédure d'établissement du certificat foncier. À cela également s'ajoute
l'ambiguïté des droits exercés sur les terres rurales. Qui de l'occupant et du propriétaire coutumier est le véritable propriétaire de la terre? C'est une question. Qui a plus de droits que l'autre? C'est une question. Je pense qu'à ce niveau-là, la question est importante et malheureusement, j'ai l'impression, pas en tant que juge, mais en tant qu'observateur de la loi de 98 et des pratiques qui sont liées, j'ai l'impression qu'on ne met pas suffisamment l'accent, sur ce point. Pourquoi? Quand vous trouvez un vieux au village, il dit j'ai ma terre qui est ici, mais il en tire une satisfaction réelle, mais une satisfaction surtout morale. Peu importe si quelqu'un est sur cette parcelle de terre, dès lors qu'on lui reconnaît que ce sont les terres de ses ancêtres, lui, il est déjà suffisamment heureux. Mais il n'empêche pas ceux qui sont sur la parcelle de terre de l'exploiter. Donc vouloir forcément consacrer le droit de celui qui est dessus et ignorer l'intérêt de celui qui est propriétaire coutumier, c'est compromettre la réussite de la réforme. La réforme doit donc intervenir de telle sorte, et ce sont les suggestions que je fais, il faut préciser les droits des uns et des autres dans le respect des intérêts de tous. L'occupant a le droit de jouir du fruit de son labeur, parce qu'il n'est pas là par hasard, il est là parce que le propriétaire coutumier l'a voulu. Mais le propriétaire coutumier lui-même, on doit pouvoir lui garantir que ce n'est pas parce qu'il a cédé des droits coutumiers qu'il n'a plus aucun droit de regard sur sa terre. Alors, je pense à ce niveau-là que le législateur devrait réfléchir à des formes d'occupation de la terre qui garantissent ses intérêts mutuels. Et ces formes d'occupation, c'est par exemple la location. Celui qui loue une parcelle de terre pour une période donnée, pendant ce temps, a la latitude d'en jouir librement, d'en jouir tranquillement. Et celui qui l'a loué, qui a loué cette terre, il lui est possible de revenir dans sa propriété plus tard, après l'expiration de ce délai. Donc, la généralisation des locations constitue pour moi une chance pour résoudre cette question, mais il faut l'officialiser. Deuxième élément que l'on pourrait envisager, c'est de faire en sorte de limiter la durée des sessions qui ont déjà eu lieu. On sait par exemple que les populations n'ont pas toujours cette notion en se disant je cède ma terre, mais ce sera par exemple pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc celui qui est installé là, il se dit qu'il est là de façon éternelle. Et cela est à l'origine des conflits générationnels. C'est-à-dire le fils qui est allé en ville, qui revient, qui voit que son père a vendu une terre, mais qui se rend compte que c'est pour tout le temps, et du coup il est assez suffisamment aigri pour ne pas en tout cas se mouvoir. Et se dit, mais si je ne fais rien, celui qui a acheté la terre de mon père va rester là. Mais à supposer qu'on lui dise, c'est juste pour 10 ans ou 15 ans, il peut patienter. Il peut patienter. Et puis, est-ce que cela ne fait pas courir quand même un certain risque de voir que, par exemple, dans un village, que des occupants sont là et que les autochtones ou bien les enfants de ceux qui ont vendu ne puissent plus rien avoir pour travailler. Alors moi, je donne toujours un exemple aux gens. Je dis, quand vous voulez manger, c'est bon. C'est même légitime de vouloir manger. Mais quand je viens, par exemple, dans cette salle que je dois manger et que j'ai un gros plat devant moi, l'idéal serait que je fasse en sorte de ne pas être le seul à manger pendant qu'on me regarde. Si je vous invite, ou même si je veux être gourmand, j'ai un gros plat devant moi, que je vous donne un petit plat, ça vous occupe et moi je mange tranquillement. Donc il faut envisager des mécanismes qui permettent aux personnes qui ont cédé leur parcelle de ne pas être suffisamment démunies et de ne pas devenir envieux. C'est très important. À cet égard, je salue un peu certaines pratiques qui se développent où ils appellent ça du planté partagé. On vous donne 5 hectares, vous avez par exemple 3 ou 4, pendant que le propriétaire qui vous a donné la terre, lui, a 1 hectare ou 2 hectares. Vous aurez peut-être 10 millions, mais lui, il aura peut-être 200 000 francs. Mais ça lui permet de ne pas être trop envieux quand il vous voit, en tout cas, rouler dans votre 4x4 ou bien faire défiler des tonnes de caoutchouc chaque fin de mois. Donc, il faut se montrer en tout cas ingénieux, suffisamment ingénieux pour
calmer les ardeurs de tous et pour faire en sorte que les gens ne soient pas trop envieux. Autre blocage lié à la mise en œuvre, c'est le retard dans la mise en place des structures d'identification des terres, les comités villageois de gestion foncière. C'est vrai que depuis un certain temps, on en a multiplié. Mais vous convenez avec moi que tous les villages de Côte d'Ivoire ne sont pas encore couverts. Et pourtant, le délai court pour tout le monde. Alors ça aussi, je pense qu'il faut y veiller, il faut installer les comités, c'est la suggestion que je fais, il faut installer les comités villageois de gestion foncière. Mais le tout n'est pas de les installer, c'est de leur donner les moyens de réaliser leur mission. Et en termes de moyens, il y a d'abord le top départ. On n'y pense pas trop, mais c'est le top départ. C'est-à-dire à quel moment on a dit un sous-préfet commencer. Il faut le top départ et il faut les moyens, il faut que les moyens suivent. Que ce soit des motos, que ce soit des salaires, les indemnités de présence des personnes qui sont dans les comités villageois de gestion foncière, il faut les envisager également, sinon on ne pourra pas parvenir à la réalisation de cette mission. L'autre élément de blocage, c'est le coût d'établissement des certificats fonciers, je l'ai déjà relevé. Les certificats ont un coût. Il faut penser à fixer un montant précis, un montant supportable. Il faut subventionner l'opération elle-même, parce que une chose est de donner l'argent pour chaque hectare à identifier, mais une autre est de donner, comme je le disais tout à l'heure, les moyens à l'équipe chargée d'identifier l'existence justement paisible et continue des droits coutumiers, les moyens de leur existence, les moyens de s'assumer, les moyens d'être fiers de leur nouveau statut. Ça, il faut aussi y penser. Et je pense que si on le fait de cette façon-là, le certificat foncier, malgré son coût, pourrait susciter de l'engouement de la part des populations. À cela s'ajoute la disponibilité des géomètres experts. Il faut qu'ils soient disponibles. En termes de disponibilité, il y a deux éléments. Il faut qu'ils soient nombreux, mais il faut que quand on les sollicite, ils soient disponibles également. C'est important. Si c'est vous seul qui avez été choisi par le législateur lui-même pour faire un travail, il faut que vous soyez disponible, que ce soit pour donner des conseils ou que ce soit pour pouvoir être présent à tel ou tel endroit du pays pour faire le travail. Donc ça aussi, c'est important. Je suggère à cet égard-là qu'on revoie, par exemple, le mode de recrutement des géomètres experts. Parce que c'est eux-mêmes qui organisent leur concours. Donc s'ils veulent 20 géomètres cette année, ils en auront 20. S'ils veulent un seul, ils en auront. S'ils estiment qu'on n'organise rien, il n'y aura personne. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un texte législatif qui régit leur profession. Et donc, le législateur pourrait, dans la loi de 1998, envisager de prendre des dispositions qui permettent l'identification des terres en recourant, par exemple, à des experts, géomètres experts ad hoc, ou alors d'une certaine façon, en tout cas qui ont qualité pour procéder à cela. On ne trouvera pas à redire parce que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Le second élément dont je voulais qu'on parle, le second grand élément dont je voulais qu'on parle, c'est la diversité culturelle. Vous savez, vous et moi, que la Côte d'Ivoire est habitée par plusieurs ethnies, à la limite, on peut dire par plusieurs peuples. Et donc les coutumes varient d'un peuple à un autre, mais en tout cas, il n'y a pas une seule coutume en Côte d'Ivoire. Il y a une diversité culturelle. Cette diversité culturelle, dans la mesure où la loi a consacré la conformité des droits coutumiers pour leur reconnaissance, à partir du moment où la loi a procédé de cette façon-là, nécessairement, la loi a introduit un élément qui pourrait donner lieu à une divergence dans l'interprétation des droits coutumiers et cela peut constituer une difficulté supplémentaire dans la mise en œuvre de la loi foncière de 1998. C'est ce que nous allons voir à présent. D'abord, il faut observer que la conception de la terre n'est pas la même en droit moderne qu'en droit foncier coutumier, je veux dire. Le droit coutumier a sa façon d'envisager les droits sur les terres et les modes aussi, le régime juridique, donc la façon dont les droits sont dévolus, comment on devient propriétaire, etc. Et je voudrais
pour vous convaincre, pour ne pas dire pour nous convaincre de cette réalité-là, que nous examinions ensemble les régimes successoraux, qui fournissent le meilleur exemple de ce que je suis en train de dire. Je voudrais faire d'abord une observation d'ordre général. A priori, mettre dans la loi que les droits coutumiers doivent être appréciés conformément à la coutume, c'est une bonne chose. Parce que les populations se retrouvent, tout le monde sait que désormais, on n'ignore pas les droits coutumiers, en tout cas, on les prend en compte. Mais la question, et là où elle se pose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule coutume, je viens de le dire, il n'y a pas qu'une seule tradition. Admettre que les droits coutumiers doivent conformer aux traditions, c'est admettre qu'on apprécie différemment les droits coutumiers selon l'endroit où on se trouve. Si on est à Korogo, le droit coutumier, ce n'est pas la même chose. Donc, les droits coutumiers qu'on envisage ici seront différents des droits coutumiers qu'on envisage ailleurs. Or, c'est le constat de l'existence paisible et continue des droits coutumiers, conforme à la tradition, qui permettra d'aller au certificat foncier. Cette disposition peut donner lieu à des interprétations divergentes. Ce serait par exemple le cas si dans une localité, les gens, la coutume qui est là-bas, fait apparaître que, par exemple, les non-autochtones ne peuvent pas être propriétaires. Alors, je vais vous donner un exemple. À Korogo, pour ne pas dire dans le nord. Dans le nord, par exemple, planter un arbre est un acte de colonisation, entre guillemets, de la terre. Donc, un acte d'affirmation de sa qualité de propriétaire de la terre. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez faire des cultures qui ne soient pas des arbres. Mais si vous devez faire d'autres cultures, c'est que vous manifestez là des velléités de colonisation, entre guillemets, je veux dire, d'appropriation de la terre. Du coup, ça peut se heurter à la résistance des populations parce que ce n'est pas conforme à la coutume. De la même façon, dans certaines localités, mais on le verra beaucoup plus loin, on sait que les femmes n'accèdent pas à la terre. Elles n'héritent pas. D'abord, elles n'accèdent pas à la terre en tant que bien, mais au décès des parents, elles ne viennent pas à l'héritage. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc, cette divergence d'interprétation est un problème. Dans le système patriarcal qui est pratiqué par le groupe Krou, Bété, Guéré, Dida, mais également par le groupe Malinké et Mandé, dans Gouro, Gagou, c'est l'autorité du père et des enfants de sexe masculin qui l'emporte. La priorité est donc donnée aux garçons au détriment des filles. La succession se fait à leur seul profit, c'est-à-dire au profit des seuls garçons, et les filles n'ont pas accès aux biens de la famille. Les femmes sont exclues de la gestion des affaires publiques, mais également, et c'est ça qui est plus important, de la gestion des terres. Elles ne peuvent jamais devenir propriétaires. Or, l'article 1er de la loi de 98 dit que tout Ivoirien, on n'a pas dit tout Ivoirien à l'exclusion de toute Ivoirienne, c'est tout Ivoirien. Or, justement, l'application de la coutume aura pour conséquence de faire une discrimination. La loi n'a pas discriminé en son article 1er, alors que, en reconnaissant à l'article 3 les droits coutumiers conformes à la tradition, elle crée un élément de discrimination qui contredit sa volonté exprimée à l'article 1er. Dans le système matriarcal, qui est matérialisé, pour ne pas dire qui est symbolisé par l'accès des seuls neveux à la succession, le problème ne se pose pas moins. Alors qu'un individu a ses enfants, ce sont les enfants de sa tante et de sa sœur qui vont venir à la succession. Donc du coup, ses propres enfants sont exclus. Quel est ce système où, alors que le Code civil reconnaît qu'on hérite de ses parents, on introduit une autre dimension qui va avoir pour conséquence d'exclure certaines personnes au profit de personnes qui sont lointaines. Mais laisser les choses en l'état
ce n'est pas contraire à la loi, puisque c'est la loi elle-même qui le dit. Du coup, la loi va créer un problème, la loi va créer un blocage pour sa mise en œuvre. Je suggère donc que la portée de la loi de 98 soit bien précisée par rapport à la loi de 64 sur les successions, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que tout le monde ait un égal accès à la terre et que la coutume ne vienne pas remettre en cause les acquis de la loi de 64 sur les successions qui dit que les femmes et les filles ont un égal accès à la terre, enfin au droit, à tous les droits, mais également aux biens laissés par leurs parents. Il faut donc clarifier également cette notion, toutes ces notions, c'est un peu, je suis presque à la fin, j'espère que vous êtes assez patient, mais en tout cas je suis presque à la fin. Il faut donc clarifier toutes ces notions dont je viens de parler. Il faut lever tous les blocages d'ordre pratique également. Cela veut dire qu'en mettant la loi en pratique, on doit voir là où elle bloque. Il faut avoir le courage, si on a fait un choix politique, de dire voilà ce qu'on va faire, il faut qu'on le fasse et il faut qu'on fasse comprendre pourquoi on doit le faire. Si on ne veut pas aller dans ce sens, il faut savoir faire également marche arrière en prenant les dispositions qui s'imposent, en ayant à l'esprit l'intérêt de tous, en ayant à l'esprit le respect des intérêts des occupants des parcelles terres, parce que c'est leur droit de pouvoir jouir librement du fruit de leur labeur, mais c'est également dans l'intérêt de ceux qui s'estiment propriétaires de demeurer, en ayant à l'esprit que tant qu'on ne leur a pas pris leur terre de façon tout à fait légale, alors il faut que cela se fasse par un processus suffisamment clairement précisé. Et le succès de la réforme dépend donc de cela. Alors, je voudrais, avec votre permission, comme je le fais souvent quand je termine mes conférences, je voudrais vous lire ma conclusion. Et les difficultés, c'est la conclusion, les difficultés qui entravent et peuvent entraver la mise en œuvre de la loi de 98 sont réelles et sont nombreuses. Il reste cependant que ces difficultés ne sont pas surmontables. La mise en place effective des structures administratives peut impulser un dynamisme à la sécurisation des droits fonciers ruraux dans la mesure où ce sont ces structures-là qui doivent conduire la sécurisation foncière. Le législateur devrait très rapidement clarifier les dispositions conflictuelles ou à polémique pour permettre une compréhension uniforme et aisée de toutes ces notions-là. Cette démarche s'impose afin d'éviter les ambiguïtés et les interprétations divergentes qui contribuent plutôt à instaurer une insécurité juridique tant pour les propriétaires coutumiers que pour les occupants des terres du domaine foncier rural. C'est dire que le législateur ne devrait pas faire longtemps l'économie de réforme. Celles-ci devront tenir compte, pour être efficaces, devront tenir compte des intérêts de tous, occupants et propriétaires. Je vous remercie.